Je viens de terminer Le Feu sur la montagne d'Edward Abbey, et je ne suis pas encore tout à fait revenu des espaces désertiques du Nouveau-Mexique. C'est un roman très visuel, très sensitif, très cinématographique, au rythme lancinant, surligné par la chaleur et l'aridité de l'environnement. C'est un roman protestataire, un roman qui transpire d'amour pour ses personnages. L'histoire est à la fois simple et implacable, magnifique et triste, exaltante et déprimante. J'ai beaucoup aimé Le Feu sur la montagne, et on en parle tout de suite en détail. Le Feu sur la montagne raconte l'histoire du jeune Billy, 12 ans, un petit gars de la ville, qui chaque année vient passer ses vacances chez son grand-père John dans son ranch au Nouveau-Mexique. John est né dans ce ranch, et il compte bien y terminer sa vie. Seulement voilà, l'US Air Force veut exproprier le vieil homme pour étendre la base de missiles voisine. John ne l'entend pas ainsi évidemment, et avec son petit-fils Billy et son indéfectible ami Lee, l'archétype parfait du cow-boy, ils vont tenter de résister. On ne peut pas parler de Le Feu sur la montagne sans parler du Nouveau-Mexique, des paysages, du désert, de la nature, des animaux la peuplant, des hommes la domestiquant. Ce livre est pratiquement un ouvrage naturaliste, une sorte d'observation de ce milieu, une observation très cinématographique. On se représente sans difficulté les paysages dans lesquels évoluent ces trois hommes et leurs bêtes. On ressent sans aucune peine le désert brûlant. L'absence d'eau, les étendues immenses, la rocaille, les arbres rabougris, les animaux sauvages, le bétail. Ce ne sont certes que des mots sur des pages et pourtant on est transporté dans ces paysages, on ressent ce que ressentent les protagonistes. Et d'ailleurs, Edward Abbey a écrit ce roman dans le but, avoué plus tard, de le voir adapté au cinéma. Alors, il a été adapté, mais seulement en téléfilm, en 1981. Le second point sur lequel on ne peut ergoter, c'est l'amour d'Edward Abbey pour ses personnages. Il y en a donc trois principaux, John, le vieux propriétaire du ranch, Billy, son petit-fils de la ville qui attend chaque année avec impatience ses vacances chez son grand-père, et Lee, l'ami fidèle de John, l'archétype parfait du cow-boy admiré par Billy. Eh bien, durant tout ce livre, les trois hommes sont largement dépeints dans leurs traits, dans leur posture, leurs pensées, leurs actions. Et comme avec les paysages, on a réellement l'impression de les côtoyer et de les comprendre. Ce sont de vraies personnes qu'on accompagne tout au long de ce livre. On notera que les femmes sont assez absentes de ce roman, et que lorsqu'elles sont présentes, eh bien, c'est pour servir dans des rôles très secondaires. Des rôles de domestique ou de mère ou de tante éplorés. Avec Le Feu sur la montagne, on est donc dans un roman contemplatif, au rythme lent, lancinant, calqué sur la marche du soleil dans le ciel. Ne vous attendez pas à des courses-poursuites endiablées et à des fusillades à la hockey choral. Avec cette toile de fond et ses personnages, Edward Abbey évoque donc le temps qui passe. L'évolution de la société, des mœurs, le droit d'un État à disposer de son territoire comme il l'entend. L'histoire tourne énormément autour du concept de possession. À qui appartient une terre ? Au dernier qui l'a volée, comme le personnage de Lee le verbalise dans le livre ? Ah oui, la montagne des voleurs proche du ranch de John pourrait d'ailleurs symboliser ceci. Et lorsque c'est l'État qui souhaite voler entre guillemets une terre à son possesseur, eh bien ça s'appelle l'expropriation, tout simplement, au nom de la raison supérieure. Et on en vient donc au quatrième thème de ce roman, la résistance, c'est peut-être même le thème principal. Edward Abbey, il est profondément anarchiste. Ses ouvrages parlent du refus de l'autorité, de désobéissance civile, et il parle déjà aussi de préservation de l'environnement, largement avant l'heure, puisque ce livre en particulier date de 1962. Et dans le cadre précité du Nouveau-Mexique, eh bien, ce roman va nous embarquer dans un acte de résistance, héroïque, jugeront certains, inutile, futile et vain, diront d'autres, entre un vieil homme et l'État qui veut l'exproprier. C'est une histoire très actuelle, bien qu'elle ait plus de 60 ans. Il suffit de se référer au fameux chantier stoppé de l'A69 du côté de Toulouse, qui n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres dans notre pays, et parmi des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, si on se met à lorgner dans le monde entier, et en particulier du côté de la Chine. Eh bien, cette résistance, elle est particulièrement bien traitée dans cet ouvrage.
On sent la tension monter, comme si le soleil progressait jusqu'à son zénith. On sent l'inéluctabilité de ce qui va se passer. Alors on se prend à espérer, et je ne vous dirai évidemment pas si cet espoir est vain ou récompensé. Et puis il y a les rapports humains, particulièrement bien dessinés je trouve, bien qu'encore une fois, ce sont des rapports plutôt uniquement entre hommes. Il y a beaucoup d'amour entre ces trois hommes, entre ces trois personnages, mais aussi de l'amour envers les terres, envers les animaux. Le texte est vraiment plein de subtilité à ce sujet. Il ne s'étale pas en description ou en dialogue forcé, en exposition placardée. On est vraiment dans des touches distillées qui font travailler le lecteur et remplir les espaces laissés vides. On s'imagine sans peine des gueules à la Clint Eastwood, Charles Bronson, Lee Van Cleef, cracher quelques mots qui veulent dire bien plus que les incessantes logorées servies par les livres, films ou séries plus actuels. Et ça fait sacrément du bien. Alors un mot sur le style, parfait à mon sens, il vient surligner l'ambiance, l'atmosphère de ce roman. Les mots sont justes, les phrases sont musicales, certaines sont de véritables chefs-d'œuvre. Je précise que je l'ai lu en français, donc il faut féliciter le travail du traducteur. Et je ne peux pas m'empêcher de partager deux petits extraits, un petit peu long et un beaucoup plus court. Voici le premier. Alors, l'été avança, chaud et sec et magnifique, si magnifique que ça vous brisait le cœur de le voir en sachant qu'il n'était pas éternel. Cette lumière éclatante, vibrant au-dessus du désert, les montagnes pourpres dérivant sur l'horizon, les houppes roses des tamaris, le ciel sauvage et solitaire, les vautours noirs qui planent au-dessus des tornades, les nuages d'orage qui s'amassent presque chaque soir, entraînant derrière eux un rideau de pluie qui n'atteint que rarement la terre, la torpeur du midi, les chevaux qui se roulent dans la poussière pour sécher leur sueur et se débarrasser des mouches, les somptueuses aubes qui inondent la plaine et les montagnes d'une lumière irréelle, fantastique, sacrée, les cactus cierges qui déploient et referment leurs fleurs le temps d'une seule nuit, les rayons de lune qui tombent à l'oblique par la porte ouverte de ma chambre, dans le baraquement, la vue et le bruit de l'eau fraîche tombant goutte à goutte d'une source après une longue journée dans le désert. Je pourrais citer 1000 choses que j'ai vues et que je n'oublierai jamais, 1000 merveilles et 1000 miracles qui touchaient mon cœur en un point que je ne maîtrisais pas. Le second extrait, c'est un dialogue entre les trois hommes et c'est Billy qui parle à la première personne. « Le paradis peut-il être plus beau ?» demandai-je. « Le climat est un peu meilleur ici, » répondit grand-père. « Il y a moins d'humilité, » dit Lee. Eh oui, c'est subtil, mais moi j'adore. Alors j'avais beaucoup aimé déjà le gang de la clé à molette du même auteur. On y ressentait ce même amour des paysages désertiques, de l'étude de personnages, du refus de l'autorité lorsqu'elle s'applique sans réfléchir. Mais le gang de la clé à molette était plus corrosif, plus subversif. En le finissant, on avait immédiatement envie de se procurer de l'explosif et d'aller faire sauter le projet d'immeuble, d'autoroute ou de pont qui nous paraissait le plus idiot. Ici, on termine le livre dans un état doux amer, une sorte de fatalisme quant à la marche du temps et à l'évolution des sociétés et de nos modes de vie. S'il fallait comparer, je dirais que j'ai préféré le gang de la clé à molette, mais je considère quand même Le Feu sur la montagne comme un grand livre, un très grand livre. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, procurez-vous-le et rejoignez le désert impitoyable du Nouveau-Mexique. Bonne lecture!